c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste. Bonjour et bienvenue à l'émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi des Parlements sur notre site internet. Effectivement, on nous a écoutés aux États-Unis. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix. Oui, bonjour Eduardo. De retour. De retour. Et à la technique, Antoine. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler de l'Argentine, de la Colombie, de l'Équateur, du Brésil et peut-être nous allons passer un extrait en espagnol d'un article de Radio France Internationale. Alors, je laisse la parole à Béatrice pour nous parler de Milei contre la presse, n'est-ce pas, en Argentine? Oui, qui suspend l'accès des journalistes à la présidence. Ça vient d'une source de RFI. Le président Milei a suspendu le 22 avril l'accès des journalistes accrédités à la Casa Rosada, le siège de l'exécutif à Buenos Aires. Une décision présentée comme préventive dans le cadre d'une enquête pour espionnage illégal. Les syndicats de journalistes, eux, dénoncent une attaque contre la liberté de la presse. Les journalistes qui couvrent habituellement la présidence argentine ont trouvé porte close le 23 avril dernier. Et pour cause, leur accès à la Casa Rosada a été suspendu par Milei. Selon les autorités, il s'agit d'une question de sécurité nationale. Dans un communiqué, les journalistes accrédités dénoncent une attaque explicite contre la liberté de la presse et le droit à l'information. Le syndicat CIPE fustige de son côté un acte de censure qu'il considère comme un nouvel exemple d'abus de pouvoir du président argentin Milei, qui entretient une relation tendue avec les médias. Il n'hésite pas à les insulter et à s'en prendre personnellement à certains journalistes, les exposant à des campagnes hostiles sur les réseaux sociaux. Selon un rapport publié par Amnesty International, ces attaques ne se limitent pas au domaine verbal ou en ligne. On dénonce des violences et une répression systématique visant les journalistes lors de manifestations. Depuis l'élection de Milei en 2023, l'Argentine est passée de la 40e à la 87e place dans le classement établi par Reporters sans frontières.
tango argentin, évidemment. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'autre Amérique sur le son des radios libres en Périgord. Et nous allons parler maintenant d'un accord entre la Colombie et le Venezuela, n'est-ce pas, Béatrice? Oui, on annonce une coopération militaire contre les mafias à leurs frontières. À l'occasion d'une visite de Gustavo Petro à Caracas, le président colombien et la présidente vénézuélienne par intérim ont annoncé le 24 avril une collaboration entre leurs forces armées et leurs services de renseignement respectifs le long des 2000 km de frontières que les deux pays ont en partage. Objectif, débarrasser la zone des mafias et des bandes criminelles. Premier dirigeant étranger à se rendre au Venezuela depuis l'enlèvement de Nicolás Maduro par les États-Unis, le président colombien a été reçu au palais de Miraflores de Caracas par Delcy Rodríguez, la présidente par intérim. À l'ordre du jour de la réunion figurait la question de leur coopération commerciale et énergétique, et en particulier celle de l'acheminement de gaz jusqu'à la Colombie, mais aussi la sécurité à la frontière entre leurs deux pays. Mais au-delà de ces annonces, la visite du président colombien représente aussi un tournant dans le Venezuela post-Maduro. Cette visite peut être interprétée comme une sorte de normalisation de la présidence de Delcy Rodríguez, qui n'a jusqu'à présent pas évoqué l'organisation prochaine d'élections, comme le prévoit pourtant la constitution du pays en l'absence du chef de l'État. Faut-il en conclure que la présidence d'une possible alternance politique s'éloigne au Venezuela ? Soy hermano de la rosa y del sol, folklore colombien. Et maintenant, nous allons parler de l'Équateur et les richesses convoitées par des multinationales, n'est-ce pas, Béatrice? Oui, qui résistent à la fièvre de l'or, la montagne.
Le sous-sol équatorien regorge de minerais dont le président Noboa veut développer l'exploitation. Les écologistes et les communautés autochtones dans la province d'Oswey, au sud de l'Équateur, soulignent les risques pour l'environnement et les bénéfices incertains pour la population. Le sous-sol du pays regorge d'or, de cuivre, d'argent et autres minéraux prisés par les grandes industries. Le président Noboa veut développer le secteur minier pour diversifier l'économie du pays, réduire la dépendance aux revenus tirés du pétrole et lutter contre les groupes criminels impliqués dans l'exploitation aurifère illégale. Les communautés indigènes et le mouvement écologiste sont, eux, décidés à ne pas laisser faire. L'extraction minière représente aujourd'hui plus de 3 milliards de dollars en exportation. Elle reste encore peu développée comparée à celle du Pérou voisin et du Chili, plus au sud du continent. Près de 8% du territoire équatorien a été octroyé en concession, mais de grands projets d'extraction minière en sont encore à la phase d'exploration et seule la mine de cuivre de Mirador, exploitée par l'entreprise chinoise Equa Corriente, et le mine d'or de Fruta del Norte du Canada, Lundin Gold, ont commencé à produire. L'entreprise canadienne DPM a obtenu une concession et veut exploiter l'or et le cuivre de la montagne située à 3800 mètres d'altitude. La concession de plus de 7000 hectares se trouve à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Cuenca. En Équateur, premier pays au monde à avoir reconnu des droits à la nature, l'écologie est un sujet sensible. Rythme folklorique des Andes. Et nous allons parler d'une ville du Brésil, Belém, où a été le siège de la conférence sur le climat. Et alors on a transformé la ville, mais nous allons faire un petit peu d'histoire sur cette ville de Belém, n'est-ce pas Béatrix? Oui, c'est un extrait d'un article paru dans le journal Le Monde. Belém, ville fondée en 1616, dont 60% des habitants vivent dans des bidonvilles. Elle incarne les paradoxes du Brésil moderne aux portes de la forêt tropicale. La Bethléem des tropiques. Comment pourrait-il en être autrement? Elle est depuis des siècles la porte d'entrée des Amazonies, initialement appelée Félix Lusitania,
Lusitanie heureuse. Elle voit le jour en 1616 à la confluence des rivières Guama et Acara, fondée par des colons portugais déterminés à contrer les incursions britanniques, françaises et espagnoles dans la région de l'estuaire de l'Amazone. Les colons y érigent le fort de la Crèche, d'où naîtra au rythme des marées une cité de marchands et de missionnaires où se mêlent Européens, esclaves africains et indigènes. Profitant à peine de l'exploitation de l'EVA, l'arbre à latex, Belém devient vite l'une des agglomérations les plus riches du monde. Entre 1872 et 1920, sa population quadruple grâce à l'afflux des migrants venus d'Europe, du Levant et même du Japon. La ville, reliée par bateau à New York, Le Havre et Liverpool, se couvre de lignes de tramway et de câbles électriques. Les barons du caoutchouc, à la nuit tombée, se rendent en grande livrée écouter des airs de Verdi au Théâtre de la Paix, calqués sur la Scala de Milan. Dans leur palais, les maîtres de l'Amazonie festoient autour de fromages et de vins importés. La musique carimbo, symbole de symbiose avec la nature, interdite par une loi en 1880, est depuis 2014 reconnue comme patrimoine culturel immatériel du Brésil. Esta mulata quando dança é luxo só. Quando todo seu corpo se embalança é luxo só. Tem não sei que faz a confusão. Que ela não tem, meu Deus, é compaixão. Eita mulata bamba, olha, esta mulata quando dança é luxo só. Quando todo seu corpo se embalança é luxo só. Porém, seu coração quando palpita e se agita, mais ligeiro nunca vi compasso tão brasileiro. Eita samba cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá. Eita samba cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá. Mexe com as cadeiras mulata e o requebrado me maltrata. Ai, ai. João Gilberto, le grand chanteur brésilien, il est décédé il n'y a pas très longtemps, que je connaissais depuis aussi très longtemps. Et nous allons maintenant écouter une émission, des extraits d'une émission de Radio France Internationale au sujet d'un groupe de Français qui sont intéressés par la musique. C'est un enregistrement conservé dans les archives de l'association Dopeal. Puente de las Artes. Un programa de Radio Francia Internacional. ¿Qué tal amigos? En este programa los llevamos a descubrir música del mundo contemporánea con un grupo de flautistas franceses llamado Le Trio d'Argent, el Trío de Plata. Le Trio d'Argent es el grupo formado por los flautistas franceses François Dodin-Claveau, Michel Boisseau y Xavier Sambonnet. Este trío de plata empezó una nueva gira hacia América Latina y Asia a fin del año 2000
En noviembre estuvo en México, país al que volverá en 2001, como también a Venezuela. En diciembre estuvo en Seúl, en Corea del Sur, y en enero en Hanoi, la capital de Vietnam. Véronique Guimard pudo encontrar a estos músicos en París antes de que despegaran hacia otros horizontes, como lo revela el título de su nuevo disco, De aquí y de allá. Los tres flautistas se formaron en la Escuela Normal de Música de París y hace 16 años que forman este Trio d'Argent. El grupo es muy novedoso. Define su música como música del mundo, pero contemporánea. Los tres flautistas cuentan con 15 flautas, desde la flauta baja hasta el pícolo, y pueden componer temas musicales con sonoridades bien particulares. En 1990 tocaron con el famoso flautista Jean-Pierre Rampal, que falleció en mayo del 2000, al que consideran como uno de los mayores del siglo XX. Las influencias de Asia y América Latina en la obra del Trio d'Argent se debe a las repetidas giras que dan en estos continentes, que indudablemente la marcan con sonidos locales. Michel Boiseau y François Dodin-Claveau explican por qué se llama el Trío de Plata, Trío d'Argent, y qué tipo de música tocan. Se llama el Trío d'Argent, el Trío de Plata, porque cuando empezamos buscamos un título, un nombre, y en aquella época tocamos una obra que se llama Los Pajeros de Plata. Parece un poco circo. Y finalmente quitamos los pajeros y guardamos el plata. Y por eso que es el Trío de Plata desde 16 años. ¿Con qué términos podría definir la música que hace el Trío de Plata? Es como la world music, pero contemporánea world music. Con una idea contemporánea, con compositores que han escrito una nueva música con la inspiración del mundo. México es uno de los destinos de su gira, una atracción que explica el compositor François Dodin-Claveau. Hay muchas oportunidades de trabajar en México. Es un país donde hay muchos festivales, muchos lugares para tocar la música, muchos teatros. Y para nosotros, cada vez que nos vamos en México, hay una oportunidad de regresar. Y hace 5 años estamos 3 veces cada año en México. Es una oportunidad de ir. Y la primera obra que he escrito para el Trío d'Argent se llama Deseo de Sol. Acabamos de escuchar un fragmento de Deseo de Sol, tema inspirado en México. En este país, los músicos del Trío d'Argent no solo se quedan para dar sus espectáculos, sino que también dan clases, talleres de flauta en diferentes universidades. Pude entrevistar por teléfono a Francisco Viesca, director general de Actividades Artísticas Musicales de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, quien conoció al Trío d'Argent durante una de sus giras. Nuestra comunidad realmente mantiene lazos estrechos con personalidades como el Trío d'Argent. Se han hecho, como aquí en México decimos, se han hecho querer por nuestros estudiantes y profesores. Y bueno, tan es así que los proyectos a futuro están vivos porque han dejado cosas pendientes, o sea, hay tareas que se tienen que realizar en cuanto al desarrollo de los muchachos, en cuanto a la asimilación de las técnicas. Y yo sé que el Trío d'Argent, por ejemplo, ha encargado piezas ahora a varios compositores mexicanos. Y bueno, imagine usted la efervescencia que eso da como consecuencia. Evidentemente, lo que nosotros buscamos es que este tipo de intercambios, pues, que se fortalezcan, ¿verdad? Realmente el vínculo entre México y Francia es un vínculo muy fraterno y muy productivo. Michel Boiseau no solo es intérprete, también es actor de teatro.
Y cabe destacar que los conciertos del Trío d'Argent son verdaderos espectáculos. Empezamos a viajar en esta parte del mundo. Fue la primera gira muy importante del grupo. Fue una gira de un mes y medio. Tocamos en el Caribe y el Centroamérica y México. Regresamos después porque me parece que al público le gusta mucho la música que tocamos. Porque efectivamente... Des sets de tango pour notre émission Tous à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. N'oublions pas qu'il est fort probable qu'il y aura un entretien directement de Paris avec la chargée responsable des Semaines de l'Amérique latine en France. Voilà, donc il ne faut pas l'oublier la semaine prochaine. Et merci à Béatrice qui nous a livré des infos sur le continent latino-américain, des retours des Amériques. Et merci a Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.